Je suis très contente d'être là-bas avec Hébert Sobral, qui est assise auprès de moi et qui est un des artistes participants à l'exposition. Il fait notamment des Playmobil, comme vous bien les remarquez, et les grands panneaux que vous avez vus à l'escalier et aussi en bas de l'expo. Sobral va parler un peu de son parcours et de ses ouvrages. Et j'ai la joie de faire une traduction spontanée ici, au cœur du moment, du portugais vers les français. Voilà, c'est parti. É apertar botão. Alô, alô. Merci. Primeiramente, queria agradecer a todos e o convite do Jacques e da Gabriela. Alors, je voudrais d'abord remercier d'être là et l'invitation de Jacques et la mienne. Eu vou começar explicando por que é do boneco Playmobil e como ele veio a ser a minha paleta de trabalho, por que eu uso ele. Alors, je vais commencer d'abord à expliquer l'origine de l'utilisation de Playmobil comme mon utile, comme ma palette. Começou no meu nascimento. Eu nasci dentro do carro porque não deu tempo de chegar na maternidade e por causa disso eu peguei uma pneumonia. Então eu corri risco de vida. Je suis née dans la voiture, en fait. Il n'y a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital et j'ai pris une pneumonie. Alors j'ai eu beaucoup de risques de vie là, dans cette naissance. E com isso, eu comecei a ser o neto favorito da minha avó. Et ça m'a fait devenir le petit-fille préféré de ma grand-mère. Então, a minha avó, ela é de Minas e eu morava no Rio e todas as férias escolares eu ia para Minas. Alors, moi, j'habitais Rio et ma grand-mère, elle habitait à Minas Gerais. Ça fait une distance, le Brésil est assez grand, comme vous le savez. Et à chaque vacances, je partais vers sa maison. Sim. Chegando lá, a minha avó, ela guardava esses bonecos para mim numa caixa de biscoito portugueses, mas ela guardava só para mim e não para os outros netos. Alors, en arrivant là-bas, je savais que ma grand-mère, elle gardait ses jouets pour moi, mais que pour moi, en fait, pas pour les autres petits-enfants. Eu sempre quis ser artista, mas nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com ele. O meu trabalho, ele é um trabalho autobiográfico. Então, eu sempre brinco que o que acontece na minha vida acontece no meu trabalho, o que acontece no meu trabalho acontece na minha vida. Alors, mon travail, c'est autobiographie. C'est ce que se passe dans ma vie, se passe dans mon travail et vice-versa. Mais ça ne m'a jamais passé avant à la tête de que j'allais travailler avec ce jeu d'enfant. Então, eu comecei com Violência Não é Brincadeira, que é um trabalho que me lançou como artista plástico, que no Brasil tem um trocadilho que é violência não é brincadeira, né? Quando a gente quer falar sobre violência, que é uma coisa séria. E eu percebi que a gente no Brasil, a gente ri muito, né? Principalmente da desgraça. Ouais. Alors, j'ai commencé mon travail avec une série qui s'appelle Violence, c'est pas un jeu. Et ça, c'est un jeu de mots avec une expression en portugais qui ça veut dire não é brincadeira, c'est pas un jeu, c'est-à-dire c'est quelque chose de sérieux. Et là, je dirais qu'au Brésil, on rit beaucoup et on rit surtout de la tragédie. Então, eu comecei a ver que no Jornal Nacional
estava dando, como todo o jornal em todo mundo, tem notícias boas, mas eles só dão as notícias ruins, porque notícia ruim é entretenimento, né? Notícia boa não dá mídia. Alors, je regardais sur la télé, sur ce qui est le noticiaire le plus attendu au Brésil, c'est le Journal National, qu'il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles. Enfin, il y a toujours des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, mais on se rend compte que des mauvaises nouvelles, ça donne l'audience. Então, eu percebi que, além da notícia ruim, a pessoa que estava sofrendo aquela violência ficava atrás da câmera, querendo aparecer na televisão e sorrindo. Alors, je m'aperçus que ces personnes qui étaient en train d'être filmées et de souffrir la violence étaient là devant la caméra en essayant d'apparaître et de se montrer pour la caméra, même au milieu de sa souffrance et de sa situation violente. Bom, pelo lado, a gente toma menos remédio, mas, por outro lado, também não questiona para uma coisa melhor. Alors, d'un côté, avec l'humeur, on prend moins de médicaments, mais aussi, on ne fait pas assez de mouvements vers quelque chose de différent. Então, eu vou mostrar até para vocês agora o meu início, né? Como que aconteceu, se chama violência da brincadeira. Então, são todo tipo de violência física, violência moral, violência financeira, e com o Playmobil sorrindo, né? Que esse sorriso é de passividade. Alors, je vous montrerai maintenant le début de mon travail, que c'est une série là sur la violence et toutes sortes de violences, violence physique, violence morale, violence financière, mais avec ces jouets qui est toujours en train de sourire. Essa se chama Tráfico Manda Fechar Comércio, quando algum traficante morre no Rio, o tráfico desce e dá ordem para todos os comércios serem fechados. Então aqui é um jornaleiro que está tendo que fechar a sua banca. Alors ici, quand il y a un dealer de drogue au Brésil qui est mort, il dit dans des communautés pour que les commerces, ça se ferme. C'est obligatoire que les commerces, ça se ferme. Alors ça, justement, ça s'appelle les commerces est fermé. Les commerces est en train de se fermer parce qu'il y a cette situation d'une communauté à travers ça. Quadrilha presa por tráfico de drogas. Isso é no Jornal Nacional. Alors, quadrille, quelqu'un a de suggestions de traduction? Gang, oui, gang être en train d'être interrogé avant la prison. Et ça, c'est une scène aussi du téléjournal. Incêndio causado por queda de balão. Acontece muito no Rio. Assim, quando eu falo Brasil, eu estou falando do Rio, porque cada estado muda muito, né? Então, ela no Rio, são vários grupos que soltam esses balões, e aonde esse balão cai, eles invadem a cara das pessoas e eles quebram tudo, eles não se importam com nada. Eles ou a polícia? Não, o tráfico. Non, é o grupo qui solta o ballon. Alors, il y a la gang qui fait voler ces ballons, et où les ballons est tombé, en fait, il y a des maisons qui sont envahies et qui les gens, enfin, avec beaucoup de violence et qui tout est brûlé en quelque sorte, tout est cassé. Et cette scène, justement, c'est la chute du ballon dans une communauté à Rio. Et quand je parle du Brésil, je parle de Rio surtout. Après, chaque coin a sa réalité, mais quand je parle du Brésil, généralement, je me réfère à Rio. Essa cena é de um esgoto a céu aberto, então é nas comunidades onde não tem
é o saneamento básico. Então, o esgoto fica livre. Alors, ça, c'est une scène de esgoto, des égouts à ciel ouvert, c'est-à-dire même le traitement d'eau plus basique n'est pas arrivé là-bas. Et il y a les enfants et les chiens et un peu tout le monde en train de jouer dans ces endroits. Enchente. Flou. A criança no sinal, que tem muito, que fica pedindo, no sinaleiro. L'enfant dans le feu rouge qui est là en train de jouer quelques balles pour après demander de l'argent. Violência policial. La violence policière. Área de risco. Les zones des risques avec des maisons posées sur des montagnes et qui peut déliser. É de tomber, né? S'écrouler, voilà. Alors, des maisons qui sont construites dans des communautés sur les favelas et qui peuvent s'écrouler dans quel moment, avec des pluies surtout. Uma violência econômica que eu lembro quando a minha mãe me levava, era um supermercado que a gente tinha que acompanhar. E só que sou eu sempre pedia biscoito, alguma coisa assim, e ela falava que só para levar é essencial. Então a gente nunca tinha dinheiro para levar esses Doritos, as coisas que as crianças querem, né? Et pour la fin, enfin, la violence financière. Ça, c'est moi au supermarché avec ma mère. Et je demandais toujours des choses que je voulais, des biscuits, des chocolats. Et elle disait chaque fois qu'on avait de l'argent qui est pour l'essentiel. Alors, je n'avais pas le droit à des choses que les enfants aiment bien, c'est-à-dire des gourmandises, de petites choses à manger comme ça. Então, esse foi... É o início, e aí depois ele foi virando o meu modo de trabalho, foi virando a minha palheta. Eu sou uma pessoa que olha para o lado mais positivo da vida, né? Então, depois desse trabalho, eu comecei a fazer coisas que fosse mais suave, que falava do outro lado da vida, assim, tipo, coisas que eu gostaria de estar vivendo. Moi, je suis quelqu'un qui essaye toujours de voir les bons côtés. Et alors, après cette première démarche plus violente, plus sérieuse, j'ai un peu changé, j'ai fait un détour et j'ai commencé à retraiter des choses que je voulais vraiment faire et des choses avec la joie, en fait. Então, eu comecei a falar sobre o cotidiano, embora a violência também estava ali incluída, porque tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins estão incluídas no nosso cotidiano, mas a paleta ficou mais ampla. Então, eu não tenho um tema específico, eu tenho ele como chave, mas o trabalho fala sobre outras coisas. Tem aqui. Alors voilà, j'ai commencé à grandir la quantité des sujets auxquels je me jette dedans. Ça s'élargit en direction d'autres choses que je vous montrerai maintenant. Então, eu tive uma residência em Portugal, em Cascais, e que lá eu queria unir uma cultura local com a minha cultura de trabalho, né? Então j'ai une résidence au Portugal, à Cascais, et là j'essayais d'unir ma culture d'origine avec les choses que j'étais en train d'expériencer et de vivre là-bas. Então eu percebi a cultura deles dos azulejos e eu queria fazer uma fusão com o meu trabalho. Esse vídeo que eu vou mostrar já é no Brasil, mas o trabalho teve início em Cascais.
Alors, ce travail que je vous montrerai maintenant, elle a été finie au Brésil, mais ça a commencé à Cascais, après la culture portugaise de l'azulejerie. Aqui, ó, na chamada. Eu voltar cá. São azulejos feitos com os bonecos. No parque de Madureira. Depois eu repeti com as crianças de uma escola na Gávea. Alors, ce sont des carreaux faits avec des jeux Playmobil. Et là, j'ai répété. Bon, la première sculpture est à Madureira, à Rio. Et là, j'ai répété avec les enfants dans une école. E eu comecei a fazer, que foi o que me trouxe até aqui, foi uma releitura do Debré, mas eu comecei a fazer uma releitura com o Duchamp, a roda. Eu refiz a roda, só que eu botei os bonequinhos como se estivesse numa roda gigante. Alors, j'ai repris l'idée des Duchamp de la rue et j'ai mis le petit jouet à la place, en fait, en reprenant cette image. Tem para mostrar? Eu achei, era mais ou menos aqui. Voilà. Era, tal. Eu pensei que eu tinha só a imagem dela, mas era assim, as crianças ficam girando. Ficam girando. Elle tourne sans cesse. E depois uma crítica social de uma... eu uso ele também como uma charge. Então, eu consigo falar coisas sérias e coisas muito pesadas de uma maneira mais leve. Alors, j'utilise j'essaie de faire une sorte de charge auquel j'utilise pour dire des choses très sérieuses d'une façon légère, marrante. Essa obra que eu vou mostrar se chama Balança Social, que é o que eu percebo o que acontece entre uma classe mais operária e uma classe mais elitizada. Alors, cette prochaine œuvre que je vais montrer, ça s'appelle La Balance sociale, et c'est ce que j'entends qui se passe entre une classe ouvrière et une élite, une classe haute. Então, é isso que eu gosto, é quando vocês dão risada, a mensagem fica mais leve e ela entra mais rápido. C'est ça qui j'aime bien quand vous rire, quand vous êtes en train de rire, les messages, ça rentre plus facile, ça rentre plus vite, et là je sais qu'elle est bien arrivée. Deixa eu ver. Em 2016, eu fui convidado para fazer uma releitura do Debré no Instituto Pretos Novos, que fica no Rio de Janeiro, ali na zona portuária. Alors, en 2016. Alors, en 2016, j'étais invitée pour faire un projet auprès d'Ebré dans l'Instituto dos Pretos Novos, à Rio. Perto do? Fica na zona portuária. Alors, près du port Maravilha, de qui nous parlait Isabelle. Sim. Ouais. Aonde chegavam os escravos no Rio. Où les esclaves arrivaient avec des bateaux à Rio. C'est cet endroit qu'Isabelle nous a bien parlé hier. Então, foi de lá que surgiu o convite para vir para essa exposição desses trabalhos. Desculpa. Et de ces projets sont nés la série qui est présentée maintenant dans cette expo.
Esse trabalho não está aqui, ele não veio, mas é uma leitura minha do que o Heldebre viu, né, e o que eu estou vendo hoje. Alors, ce travail n'est pas venu, mais c'est une relecture aussi de ce que Debré a pu voir et de ce que je vois moi-même aujourd'hui. Só mudou a tecnologia. Seulement la technologie a changé. Todos os trabalhos que eu mostrei, eu começo com a maquete, então eu faço a fotografia dela já dentro de um cenário. Então, algumas pessoas me perguntam se aquilo é uma montagem, rede de computador e tal. Tudo é uma maquete. E aí eu uso a fotografia como registro. Então, o trabalho que vocês viram aqui é o registro de uma maquete. Alors, je commence chaque fois pour faire une maquette. En fait, je fais pas, c'est pas construit digitalement sur l'ordi, sinon qui physiquement est enregistré après. Alors, ce que vous êtes en train de voir dans l'expo, c'est surtout l'enregistrement de cette maquette construite. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a coleção completa, que são 9 fotos. Et maintenant, je vous montrerai la série complète. Ça font 9 photos. Celle-là. É o jantar. Les dîners. Eu tô aqui perdido. Tá lá. Carro de rede. Como os índios faziam a caça. Os serradores. Negros. É o pelourinho. Esse trabalho em particular, eu fiz, mas eu fiz com um certo pesar, que eu não queria usar os bonequinhos pretos numa situação de violência, porque lá no Brasil eles são raros, então eu tenho um carinho com eles. C'est rare, c'est difficile au Brésil de trouver des jouets noirs. Et là, j'hésitais un peu de les utiliser comme ça dans des situations de violence. Je ne voudrais pas, ils sont précieux pour moi, et je ne voudrais pas les utiliser comme ça, mais finalement, j'ai cédé. As quitandeiras, a vendedora de folha de banana. La vendeuse de feuilles de banane, la vendeur de quitutes. E esse aqui é o último, que é o escravo que está sofrendo castigo, né, por causa ali da máscara. Et le dernier, c'est l'esclave avec sa masque en train de souffrir des punissements. E para fechar, o colar que eu uso são os bonecos que eu brincava na infância, que a minha avó me deu. Então eu selecionei os vermelhinhos para ficarem iguais. Alors, pour finir, c'est surtout ces colliers avec des jouets, justement, que ma grand-mère m'a donné à l'enfance et que j'ai pris que les rouges pour me faire ce collier. E na minha cabeça, quando eu comecei a ser artista plástico, eu comecei a entrar num cenário, hoje está mudando, mas que tinha poucos negros. Et quand j'ai commencé au début de mon parcours comme artiste, il y avait très peu d'artistes noirs, c'est ça. Tem os dois, mas um tem uma conotação racista. Justement. Et alors, je vois que ça, c'est en train de changer. Então, eu pensei em fazer... a minha cabeça funciona um pouco diferente. Então, em vez de eu me sentir acuado, eu pensei... Tem um que é pretinho, os outros brancos, que sou eu e tal. Então, quando eu me vejo nessa situação, de minoria, eu penso com bom humor e
digo para mim mesmo, Herbert, isso é um colar de pérolas brancas e você é a pérola negra que está ali nesse ambiente, apesar de tudo. Alors, quand je me sens mal, je regarde ces colliers et dans ces colliers, il y a qu'un jouet noir en fait, qui c'est moi, et les autres autour sont tous des blancs. Et là, j'ai dit, Herbert, ça c'est toi. Au milieu des perles blanches, tu as la perle noire qui est là, qui tient là-bas toute seule, mais quand même perle. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations. Je suis toujours impressionnée par les artistes qui, en plus, je l'ai déjà dit à Isabelle, en plus de faire leur travail, ça va aussi bien parler de ce qu'ils font. C'est pas évident. Et j'ai une question pour Livia. J'étais intriguée parce que tu as à plusieurs fois mis l'accent sur des mots problématiques comme le prêt du majordome ou le don. Je ne savais pas que le manteau avait été... Finalement, ça s'est passé comme ça. C'est un don qui a été fait officiellement ou... Enfin, ouais. Non, si vous voulez finir la question, bah oui, c'est un don. Voilà. C'est un don. Donc ça s'est arrêté comme ça. Je pensais que c'était une proposition et en fait, ça a été acté comme ça. Mais et là, la question que je me posais, c'était, mais est-ce que ce mot sont effectivement si faux? Est-ce qu'on peut vraiment parler de restitution à partir du moment où l'objet a déjà été... Retourné. En fait, est-ce qu'il y aura une restitution? Avec dans le mot restitution, il y a l'idée de dédommagement, et en fait, c'est impossible. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment restituer. On peut aller de l'avant, mais on ne peut pas revenir en arrière. De même qu'on peut... J'avais trouvé très poétique la fin de la communication sur la forêt qui a brûlé et qu'on a beau sauver ce qu'elle était avant, mais désormais elle a brûlé. Mais par contre, la proposition des artistes peut rajouter du sens. Enfin, tout ce qu'on a vu dans l'exposition et dans toutes vos propositions, c'est d'aller de l'avant. Mais est-ce qu'on peut vraiment réparer? Est-ce qu'on peut plutôt... Enfin, il s'agit plutôt peut-être d'ajouter. Mais est-ce que ce mot restitution, effectivement, j'ai l'impression que c'est comme un voué à l'échec en soi, mais c'est une question que je pose. Voilà. Oui, mais ça, je trouve que c'est important. Comme moi, je travaille avec les images, et c'est aussi... et comme j'ai travaillé pendant des années comme médiatrice au Palais de Tokyo, avant de venir exposer moi-même, je trouve que c'est important de dire les bons mots, les mots corrects. Et la question de la donation, je pense qu'elle joue beaucoup, parce que ça garde aussi le rapport de pouvoir. Il est encore là-bas, dans le mot même, dans le sens du mot, mais aussi dans le côté pratique. Parce qu'une restitution, la dynamique d'une restitution, elle est différente d'une donation. Je répète les choses que j'ai entendues parler de Glyceria ou de la communauté d'Olivense, Glyceria vient d'un groupe qui s'appelle Serra do Padeiro. Ils sont voisins, mais c'est pas le même territoire. Ils sont pas d'accord par rapport à ça, par exemple, parce que la communauté d'Olivense, pour eux, rien n'a changé. C'est pas parce que le manteau est retourné au Brésil qu'il a eu une réparation ou que quelque chose a changé, exactement parce que le manteau il est parti d'une vitrine à l'autre. Donc c'est le destin, ouais. Donc je pense que c'est important parce que ça explique beaucoup de choses, d'informations qui sont derrière mon travail aussi, qu'on voit à travers les images, mais les mots pour nous donner des clés aussi. Peut-être tu peux ajouter que Glyceria, au commencement, ne voulait pas les retours de manteau. Elle disait que le retour était là avec son travail. Ouais. Et plus que ça, c'est vrai qu'au début, quand j'ai rencontré Glyceria, elle avait une relation
très différente qu'elle a aujourd'hui, avec la question de retour de manteau, exactement parce qu'elle a joué un rôle très important en refaisant cette pièce. Et une fois, elle m'a donné une réponse, j'ai trouvé très très beau, très belle, parce que j'ai posé la question, évidemment, j'ai dit, mais il faut faire quelque chose, il faut reprendre cette demande des institutions qui traîne depuis 20 ans. Est-ce que je peux vous aider? Ma mère est avocate et syndicaliste, donc je dis, j'ai même ma mère aussi dans le jeu, si vous avez besoin, ma famille, je sais pas, j'ai engagé tout le monde. Et elle m'a donné une réponse que je trouvais assez intelligente. Elle m'a dit, en fait, le prix que l'Europe paye de nous avoir pris ces artefacts, c'est de dépenser pour l'éternité l'argent de technologie et la vie des scientifiques, des gens qui travaillent dans les institutions pour conserver cette pièce. On n'a plus besoin de cette pièce, c'est une pièce morte. Et ça, c'est une réponse qu'elle m'a donnée en 2020, mais après, elle est partie, elle est devenue une figure de l'art contemporain, donc ça veut dire aussi un rôle dans le marché d'art aussi, même si elle est un peu périphérique dans cette question, mais surtout, elle est devenue étudiante au musée national. Elle a fait un master là-bas, et je pense cette question, elle a évolué dans sa tête aussi. Mais moi, je ne peux pas répondre à sa place, mais je vois que ça change, ça a aussi changé par rapport à son rapport au début avec ses retours. Je veux me mettre dans la discussion parce que je pense qu'aussi, ce n'est pas seulement parce qu'elle a entré au Musée national comme une manière de renégocier la reconnaissance de Tupinamba au Brésil, parce qu'ils sont encore en attendant la reconnaissance du territoire. Et donc, ils ont décidé de soutenir la volonté du musée de faire retourner les manteaux et de la communauté d'Olivença de faire retourner les manteaux pour que ça puisse être une opportunité politique pour que les gouvernements signent les territoires. Et ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé, ouais. Donc même avec le retour de manteaux, ils sont encore en... Ça m'énerve. Ça n'est pas passé à cause de l'incompétence et l'aveuglement du Musée national et de son directeur qui n'a pas bien négocié les tensions entre les communautés et aussi la tension du musée avec les communautés, parce qu'il a fait rentrer les manteaux sans négocier, sans dire à les communautés, en silence, en secret, et en posant des conditions qu'il n'avait pas négociées avec des communautés. Et donc, c'est une opportunité tellement perdue. C'était une opportunité, oui. Et après, on rentre dans une question qui ne me concerne pas du tout, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, et je parle de mon opinion personnelle. Cette question de décoloniser le musée, c'est la conquête de l'inutile, parce que c'est impossible. Et c'est pas moi. J'ai lu le Regard de Jaguar, c'est Fernanda qui a parlé de ses livres. Le dernier entretien de ses livres, Eduardo Viveiros de Castro, il dit une chose que j'ai trouvée très très fine, et pour moi il y a beaucoup plus de sens. Il a dit, c'est le moment du troisième tournement, c'est le moment de décoloniser le décolonial. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse, autant qu'artiste, c'est quelque chose de plus fin, parce que là où nous sommes aujourd'hui, et cette histoire du Brésil, oui, le directeur, c'est un ethnologue blanc, académique, qui s'occupe de... Paléontologue, oui, pardon. Qui s'occupe qui a hyper mal joué parce qu'il ne sait pas faire, ce n'est pas son rôle. Et en plus, il rentre dans une discussion d'une communauté qui est énorme, qui est à Bahia, mais aussi en Amazonie, et qui n'était pas... Je ne sais pas, c'est quelque chose... Là, on va rentrer dans une discussion politique, mais... Je pense qu'il a fait la chose qu'il sait faire en pensant que c'était la meilleure chose, mais pour la communauté, c'était beaucoup, ça le dépassait en fait.
Et ça est devenu une grande histoire, le retour de manteau aussi, la donation. Merci beaucoup de vos présentations. J'ai deux questions. La première pour Olivia. Question que je me demandais si je la faisais. Je vous prie de la prendre dans les bons termes, avec la plus bonne volonté. Mais je trouvais très intéressant ce travail de complicité avec Glyceria et votre proposition sur l'autoportrait qui en fait s'est pris par elle-même. Mais je me demandais jusqu'à quel point alors ces partages d'une position d'auteur dans l'œuvre est vraiment vu par les personnes qui sont mises devant l'autoportrait. Parce qu'il y a ce moment où vous montrez une photo de l'exposition où quand même votre nom apparaît. Et donc je me demandais jusqu'à où va cette communauté d'autorité sur le travail d'art. Si ça va jusqu'à comment on peut percevoir ça dans l'exposition, si ça va jusqu'au fait d'artiste, si ça va jusqu'à la prise des paroles. J'aimerais vous écouter là-dessus. Je ne sais pas si je pose la question à Sobral tout de suite. Je peux? Alors, vou fazer em português a pergunta. Eu fiquei muito obrigada, eu fiquei muito feliz de te ouvir. Tendo visto o seu trabalho muitas vezes, e me fez pensar em algo que eu penso há algum tempo sobre essa noção do riso, quando a gente fala de uma questão de uma arte pós-colonial e de figurar de novo os corpos da violência na arte contemporânea. E eu queria te ouvir sobre isso, porque você trabalha com séries, né? E o efeito da sua série que tem no museu é o mesmo efeito que teve sobre nós, que em um momento a gente para de rir. E tem esse jogo da série com o jogo do constar também. A gente vai percebendo uma imagem com uma mobília, o Playmobil é engraçada, duas a gente mantém, na terceira a gente se sente culpado de dar risada. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão de por que a escolha das séries o tempo todo e de que maneira esse seu argumento sobre o riso, de tomar a vida em boas circunstâncias, do lado bom, esse ato de resistência dos brasileiros, até que ponto, como isso é balanceado na sua estratégia para falar desses assuntos. Obrigada. Todo mundo aqui entende português? Je peux essayer de traduire. Devagarzinho. Bom, obrigado pela pergunta. Merci pour la question. A questão da série, assim, eu fui assistente do Vicky Muniz. J'étais assistant pour la question de la série, j'étais assistant de Vicky Muniz, c'est un autre artiste très connu au Brésil. Sim, então meio que eu aprendi com ele que ele trabalha em série, né? Eu fui ali meio que trabalhando com ele e também aprendendo. E para mim a questão da série, ela fixa um ponto. J'ai appris avec lui à travailler en série parce que lui-même il le fait. Et pour moi, travailler en série, c'est aussi finir un point, mais arriver à un endroit, je sais pas, à la fin de quelque chose, dans le discours peut-être. Sim. É uma questão até também, o meu trabalho, ele trabalha com o cotidiano, então eu faço algo que é comum a todos. Et je travaille avec la question du quotidien, des questions qui sont partout, qui sont communs à tout le monde. Então, logo, mesmo depois do trabalho feito, como ele é uma série, você lembra dele em outras ocasiões. Um exemplo, tem muitos amigos meus conhecidos que viajam e quando olham para um Playmobil, lembra de mim. Les travail en série, ça nous fait garder plus l'information. Donc, il a dit qu'il a des amis qui voyagent, qui voient des Playmobil, qui pensent à lui tout de suite. E sobre o sorriso, a coisa, eu vejo como
a minha resistência. Il considère le sourire comme un acte de résistance. Porque eu acho que a gente nasceu para ser leve, mas as circunstâncias vão fazendo de tudo para você não ser feliz, não é que tem que ser feliz 24 horas, mas ter uma saúde social, uma saúde mental boa. Il dit que pour lui, nous sommes nés pour être dans la légèreté et que c'est important pour avoir une bonne santé mentale. Então eu vejo que resistência, além de ter sofrido o que eu sofri, a violência física, a violência financeira, eu vejo que a vida fazendo de tudo para mim não rir. E eu, além de tudo isso, eu vou rir porque rir é a minha resistência e quando eu dou risada, quando eu consigo passar o que eu quero passar sem replicar a violência. Il dit qu'il a vécu beaucoup de violence lui-même et que quand il se met en perspective, qu'il voit tout ce qu'il a vécu, que le rire c'est la meilleure réponse pour répandre cette violence sans être lui-même violent. Et pour répondre la question, c'est très importante comme question. Et cette image, elle est très problématique dans plusieurs sens. Et j'ai déjà entendu plusieurs questions. Je m'ai déjà posé la question, est-ce que je continue à la montrer ou pas? Et j'ai une réponse très simple qui me motive à continuer à la montrer et surtout à de l'exposer. C'est que cette photo, elle est moitié. On a un contrat, donc les ventes de cette image concernent aussi l'économie de Glyceria. Ça, c'est un point pratique. L'autre point, c'est les informations, d'avoir une communication le texte, au Palais de Tokyo, par exemple, le cartel était très, très bien clair par rapport à ça. Et j'essaye de toujours mettre ça en avance. Et évidemment, elle a le même droit que moi de montrer cette image. Elle a accès aux mêmes archives. C'est quelque chose qui est partagé. Donc, c'est par ces moyens que j'essaye de construire quelque chose de plus horizontal par rapport à cette série d'images. Et pour finir la réponse, j'ai 10 images et je montre que 2 de ces 10. Et les autres, on est en train de parler, c'est une question aussi quoi faire avec ces archives, parce que c'est des images qui documentent quelque chose de très important, mais que ça peut aussi... finalement, on n'a pas besoin de tout montrer dans une exposition. Donc j'ai choisi 2 pour l'instant et c'est les 2 avec qui je travaille.